L'actu du jour, François, je vous en prie. Ils sont environ 750 000 en France, ils prennent des risques pour eux et ils nous coûtent cher. Les conducteurs qui roulent sans assurance sont la cause de dépenses de plus en plus importantes. Information Europe 1 dans une minute. Vous vous souvenez du sparadrap du capitaine Haddock? On n'arrive pas à s'en défaire. Un peu comme un Alexandre Benalla aux multiples affaires. La dernière en date a poussé à la démission la chef de la sécurité de Matignon. Et puis les victoires de la musique. Si vous ne connaissez pas Clara Luciani, Eddie De Pretto ou encore Chris, vous devriez regarder la télé ce soir à 21h. Super, Clara Luciani. À 8h12, Vincent Hervouette, le bras de fer diplomatique entre Rome et Paris. Ça fait plus d'un demi-siècle que ce n'était pas arrivé à ce niveau-là. Et à 8h15, Benjamin Griveaux, le porte-parole du gouvernement, il répondra aux questions d'Audrey Crespo-Mara. Europe 1. Sans le savoir, sur votre trajet ce matin, vous allez forcément en croiser des conducteurs qui roulent sans assurance, pourtant obligatoire. C'est à peu près une voiture sur 50 sur les routes. Et Europe 1 vous révèle ce matin que le coût qu'ils font supporter à la société est de plus en plus élevé. Le fonds de garantie qui avance les indemnisations a du mal à suivre. Les précisions d'Aude Leroy. En 5 ans, le nombre de victimes de conducteurs sans assurance a progressé de près de 10%. Et l'an dernier, cela représentait 26 000 dossiers indemnisés par le fonds de garantie. Emmanuel est justement en train de payer sa dette. Il y a 8 ans, ce commercial, qui a perdu permis et assurance, renverse en voiture une personne à mobilette. La victime se retrouve avec un bras cassé et le conducteur doit alors payer de sa poche. Ça m'a coûté pratiquement 9 000 €. Vu que j'avais perdu mon travail et même mon logement, ça a été compliqué pendant un an. J'étais chez moi parce que je pouvais rien faire parce que du coup j'avais plus de permis. Quand on n'a plus de permis, ça peut aller très vite, quoi. À l'origine de la non-assurance, il y a de la négligence, de la délinquance ou encore plus souvent trop peu d'argent sur le compte en banque. Sauf que parallèlement, le coût des indemnisations ne cesse d'augmenter. 150 millions d'euros l'an dernier, explique Julien Rensky du fonds de garantie. Mais les montants d'indemnisation progressent parce que la médecine progresse, parce que les prothèses sont meilleures et plus coûteuses, parce que l'espérance de vie progresse. Donc c'est des bonnes nouvelles pour les victimes, mais ça se traduit par des coûts qui augmentent. Pour diminuer le nombre de conducteurs non assurés, dont presque la moitié ont moins de 35 ans, les experts réfléchissent aujourd'hui, par exemple, à la création d'un chèque assurance auto sur le modèle du chèque énergie. Les informations Europe 1 d'Aude Leroy. Et voici un nouveau rebondissement dans l'affaire Benalla, ou peut-être devrait-on dire les affaires Benalla. Oui, pour être honnête, on a franchement du mal à suivre. Il y a eu les violences sur les manifestants à Paris le 1er mai, l'histoire des passeports diplomatiques, les révélations sur son téléphone sécurisé secret défense. Cette semaine, un nouveau remous qui éclabousse Matignon. Cette fois, la chef de la sécurité du Premier ministre a démissionné hier. Son compagnon, un militaire, est suspendu. Il serait impliqué, accrochez-vous, dans un contrat de sécurité négocié par Alexandre Benalla avec un homme d'affaires russe. Bonjour Mickaël Darmon. Bonjour. Ça ne finira jamais. Benalla, vous savez, c'est un peu le sparadrap qui va coller au quinquennat du président Macron, comme le sparadrap a collé au doigt du capitaine Haddock. Ça va être comme ça jusqu'à la fin, parce que même, on le voit même, une démission rapide, comme celle d'hier de la chef de sécurité de Matignon, n'arrive pas à éteindre l'incendie. Au même moment, le parquet national financier ouvrait également une enquête sur les conditions d'obtention de ce contrat passé entre l'homme d'affaires russe et Benalla et son ami. L'enquête le dira. Donc chaque jour, vous l'avez dit, un nouveau tiroir, des questions nouvelles sur le rôle et l'activité d'Alexandre Benalla, jeune homme de 26 ans, arrivé tout seul aux côtés d'un homme qui était aussi tout seul au pouvoir, et finalement une histoire d'amitié, de secret de campagne. C'est aussi ce qui fait la raison pour laquelle effectivement le président Macron protège en permanence aussi Alexandre Benalla. Mais justement, depuis le début, Mickaël, il y a ce soupçon, encore renforcé ces dernières heures, ce soupçon d'un Benalla protégé tout en haut. Les Français on l'a dit, ont du mal à suivre certainement les méandres de cette affaire, mais ils comprennent. Nous aussi, pour être très franc. Une chose, on leur avait dit que les pratiques changeraient. C'était la première loi du quinquennat, celle de la transparence et des rouages et des usages qui allaient changer. Et qu'est-ce qu'on voit depuis le début? On a protégé, on n'a pas tranché, on n'a pas expliqué ce qui s'est passé, d'où effectivement la difficulté de l'affaire aujourd'hui. Merci beaucoup Mickaël Darmon, éditorialiste politique sur Europe 1. Il est 8h04. Cette fois, la France a dit stop. Ça se dit pareil en français et en italien. Fini les petites phrases diplomatiques avec l'Italie. Oui, l'ambassadeur français à Rome a été rappelé. C'est du jamais vu depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Une décision grave après des propos jugés outranciers par Paris. Matteo Salvini, ministre italien de l'Intérieur, accusait Emmanuel Macron de gouverner contre son peuple. Sur Europe 1, l'ancien chef du gouvernement italien, Matteo Renzi, se désole de l'attitude de ses successeurs. L'approche du gouvernement italien, c'est une erreur incroyable et je crois qu'aujourd'hui, la décision de la République française, c'est absolument correct. Nous avons un gouvernement italien qui a beaucoup de problèmes pour la crise économique, qui est causée par la stupidité des populistes du gouvernement. Et c'est stupide
l'approche qui va faire la guerre diplomatique entre l'Italie et la France lorsque nous avons la nécessité de faire une Europe ensemble. Matteo Renzi, ancien président du Conseil italien, il était sur Europe 1 dans le grand journal du soir de Mathieu Béliard hier entre 17h et 20h. Quant à Matteo Salvini, l'homme fort de l'actuel gouvernement d'Italie, il a répliqué hier soir au geste de la France. Aujourd'hui, j'ai eu un problème avec la France. Les polémiques ne nous intéressent pas. Mais ces 2 dernières années, à la frontière italienne, des messieurs généreux et accueillants nous ont renvoyé 60 000 migrants. Et depuis des décennies, ils hébergent 15 terroristes qui devraient être en prison en Italie. Qu'ils nous renvoient ces délinquants et on pourra parler ensemble. Qu'ils arrêtent de nous renvoyer les migrants et nous parlerons. Matteo Salvini, ministre italien de l'Intérieur. Sur ce dossier qui pourrit les relations entre Paris et Rome, ce sont les affaires étrangères françaises qui sont à la manœuvre, tandis qu'Emmanuel Macron, comme si de rien n'était ou presque, continue à débattre avec les Français. Oui, hier, 1000 jeunes étaient rassemblés dans un gymnase de Saône-et-Loire. Bonjour Jérémy Baudot. Oui, bonjour François, bonjour à tous. Vous avez suivi quasiment toutes ces longues séances de questions-réponses avec le président depuis quelques semaines. Est-ce qu'il a réussi cet exercice hier soir face à un public a priori moins facile ? Eh bien François, le test était simple. J'ai parlé à plusieurs jeunes avant le débat, puis après, et les voix sont globalement unanimes. Le président a bluffé les 15-25 présents hier soir, des jeunes qui demandent tous désormais du concret, mais ce marathon a fait quand même son petit effet. Le président qui, quoi que l'Élysée en dise, a certainement travaillé son ton et son attitude. Aucune petite phrase paternaliste, aucun mot de travers. Ce débat était riche, il a reflété les préoccupations des jeunes, s'est félicité le premier cercle du président. C'est vrai que les thèmes étaient nombreux, la parole très libre, de la formation au travail en passant par le nucléaire ou le harcèlement à l'école. Emmanuel Macron, qui avait en réalité une salle assez simple devant lui, il a répondu aux questions, mais personne n'a réellement fait office de débatteur, de contradicteur. Au final, ce furent donc 5 heures maîtrisées, mais les jeunes à qui j'ai parlé semblent avoir envie de prolonger l'exercice. Oui, pour autant, Jérémy, le grand débat national n'est pas du tout terminé. Non, bien sûr que non. Je vous rappelle qu'hier, c'était l'une des 13 étapes du président. Il en reste encore 7. Et tout le monde s'interroge sur ce qui ressortira concrètement de cette grande consultation publique. C'est exactement l'inquiétude que les lycéens ont d'ailleurs exprimée hier. Non, la réalité, c'est que ces débats permettent surtout au président Macron d'occuper l'espace. Il gagne du temps, me confiait un député macroniste. Je vais vous faire quand même écouter les dernières secondes du débat hier. Vous allez tout de suite comprendre dans quel état d'esprit les débats mettent le président. Vous m'avez rendu formidablement fier d'être le président de la République française cet après-midi. Merci. Comme un petit air de campagne. Un petit air de campagne relaté par Jean-Rémy Baudot, envoyé spécial du service politique d'Europe 1 à Étang sur Arroux en Saône-et-Loire. Cette fois, il n'y a plus de doute possible. Emiliano Sala a bien perdu la vie dans le crash de l'avion qui devait l'amener à Cardiff. Le corps, repêché en mer avant-hier, a été formellement identifié comme étant celui du footballeur argentin. Europe 1. Et la suite de ce journal avec François Geffrier. François, avec cet effet collatéral du Brexit qu'on n'avait pas du tout vu venir. Et oui, l'immobilier de luxe est en train de flamber à Paris, chez nous. Des grandes fortunes qui quittent le Royaume-Uni cherchent des pieds-à-terre dans notre capitale, comme ce modeste appartement de 16 pièces, 1000 mètres carrés, vendu 39 millions d'euros il y a quelques jours. Et c'est loin d'être un cas isolé. Maud Descamps. Parmi les zones de prédilection des Français et Britanniques qui fuient le Brexit, les très chics 8e, 16e et 17e arrondissements de Paris, mais aussi l'hypercentre. Depuis quelques mois, le nombre de ventes de biens haut de gamme, c'est-à-dire de plus d'1,5 million d'euros, dans ces secteurs a bondi. C'est le constat fait par Michel Lechenaud de seloger.com. 10% des ventes se font près des Français qui rentrent de Londres à l'heure actuelle. Mais tout cet afflux de personnes qui recherchent des biens sur Paris font que les prix immobiliers augmentent sur le marché parisien. Si vous prenez le 4e arrondissement de Paris, qui est aujourd'hui l'un des arrondissements les plus chers, l'année dernière, en 2018, il a pris 18%. On est à 13 163 € du mètre carré. C'est tout à fait énorme. L'autre explication à la flambée des prix, c'est simplement que ces nouveaux acheteurs ont les moyens, puisqu'à Londres, les biens se vendent presque 2 fois plus cher qu'à Paris. D'autres régions voient également leurs biens d'exception se vendre comme des petits pains depuis quelques mois, notamment la région PACA, mais aussi les Hauts-de-France, à seulement 2 heures de train de Londres. Maud Descamps du service économie d'Europe 1. Et puis François, nous allons finir avec cette soirée qui s'annonce pleine de stress. La prochaine soirée, bien sûr, celle de ce soir, pleine de stress, d'émotions et de musique aussi. Et oui, les victoires de la musique ce soir en direct de la scène musicale à Boulogne-Billancourt.
Billancourt. La jeune garde de la chanson française semble devoir tout rafler. En tout cas, c'est le pronostic du service culture d'Europe 1. Diane Chenouda. Je ne veux voir aucune larme glisser. Le favori cette année, Eddie de Pretto. Révélation saine des victoires l'an dernier. Va-t-il réaliser le triplé d'Orelsan il y a un an? Nommé comme artiste masculin, il concourt aussi dans les catégories albums de musique urbaine et concerts où il s'est révélé. Eddie de Pretto, qu'on compare parfois à Stromae, c'était il y a quelques mois sur Europe 1. Je suis flatté, tant mieux. Moi, c'est quelqu'un que j'ai écouté. Je trouve qu'il a fait bouger les lignes de l'idée même qu'on se faisait de la chanson française et qu'il a un peu décrassé un peu cette envie de lyrisme et de modernité en même temps. Modernité et vent de fraîcheur aussi avec Angèle, la jeune sensation belge de l'année. Doublement nommée pour l'album Révélation et pour son clip. J'aime bien être sur scène avec des vrais gens, c'est pour ça, c'est mon rêve absolu. Après, oui, remporter un prix, évidemment que c'est très très flatteur, c'est très cool, mais pour moi ça se joue à peu en fait. Enfin, déjà couronnée il y a 3 ans, Christine and the Queens pourrait être à nouveau sacrée artiste féminine face à Jeanne Haddad et Vanessa Paradis. Christine and the Queens, c'était Diane Chenouda pour ses victoires de la musique ce soir à 21h sur France 2. Et sinon, la musique sur Europe 1, c'est tous les soirs de 20h à 22h avec Émilie Mazoyer.